Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo pour faire un petit débriefing d'un moment que j'attends avec beaucoup d'impatience chaque année. Il s'agit du festival du Spiel en Allemagne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des jeux que j'ai aimés, des jeux que j'ai un peu moins aimés aussi, et des jeux que j'ai rapportés et de comment tout ça se passe. On va voir tout ça ensemble. Je sais que c'est une vidéo qui vous plaît. J'avais eu pas mal de réactions sur la vidéo de l'année dernière, donc si effectivement la vidéo vous plaît, que vous avez envie de soutenir la chaîne, et bien surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est ultra important. Allez, c'est parti. Le Spiel, c'est donc le plus grand festival de jeux de société au monde, tout simplement. Il a lieu en Allemagne chaque année au début du mois d'octobre, pendant 4 jours. Alors il y a un 5e jour qui est dédié à la presse, aux professionnels. C'est le mercredi avant ce long week-end du Spiel. Moi je ne suis jamais allée le mercredi pour la simple et bonne raison que même si j'ai un accès presse, grâce à ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, le mercredi en fait on teste pas de jeux, donc c'est une présentation des jeux. En plus cette année-ci ils avaient un peu réduit l'espace, donc c'était très difficile d'avoir accès aux jeux, les tables étaient toutes petites, parfois les gens qui présentaient les jeux ne pouvaient même pas déplier tout le plateau et devaient montrer par exemple des plateaux joueurs. Donc voilà, moi j'y vais jamais. Par contre j'y vais toujours les 4 jours et j'en ressors épuisée mais heureuse, parce que voilà, le Spiel c'est vraiment trop bien. On a l'occasion de tester beaucoup de jeux, et les gens qui vous diront qu'au Spiel on ne joue pas, et puis c'est tout simplement faux. D'ailleurs moi là je vais vous parler de plus ou moins une trentaine de jeux. C'est vrai que j'ai pas joué à tous les jeux. Il y a des jeux que j'ai reçus. Bien sûr, à chaque fois que je présente un jeu, je vous dirai si j'y ai joué ou non. Si je n'y ai pas joué, je le présenterai. Si j'y ai joué, bien sûr, je le présenterai. Et bien sûr, je donnerai mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Je vais pas parler que du positif, parce que voilà, j'ai pas tout aimé non plus. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire un débriefing, donc de vous parler autant du bon que du moins bon. La vidéo sera donc plus longue que les vidéos habituelles. En plus je vous parle d'une trentaine de jeux, donc vous imaginez bien que à mon avis la vidéo elle va facilement dépasser l'heure. Mais ne vous inquiétez pas, dans la description de la vidéo je vous mettrai un petit listing, donc vous n'aurez qu'à aller directement aux jeux qui vous intéressent et vous pourrez passer les jeux qui ne vous intéressent pas. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de procéder comme ça. J'ai pas d'ordre particulier en fait pour aborder les jeux, je vais voir au fur et à mesure. Bon, bien sûr vers la fin je vais en lâcher 2-3 que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y en aura aussi tout au long de la vidéo, vous verrez. Une dernière précision avant qu'on se lance dans le vif du sujet, c'est que il faut toujours savoir que lorsque je vais donner mon avis, ce sont toujours dans des conditions de festival, ce qui veut dire des conditions où parfois il arrive que les animateurs, même si on a eu de très très bons animateurs cette année, beaucoup plus que les années précédentes je trouve, il arrive que les animateurs omettent des points de règle, ça arrive. Il faut savoir aussi que surtout pour les jeux experts, on ne fait pas des parties complètes, on fait quelques tours de jeu, et il y a aussi bien sûr l'aspect fatigue qui commence à s'accumuler au fur et à mesure des jours, qui est important. Donc sachez que donc sachez que mon avis n'est jamais un avis définitif. C'est un avis de conditions de festival qui peut très bien évoluer. Bon, bien sûr je suis la plus honnête et transparente avec vous, mais il y a toutes ces conditions autour qu'il ne faut pas oublier, et ça vaut pour tout le monde d'ailleurs, que vous alliez sur n'importe quelle chaîne. Pour les jeux experts, je peux vous assurer que les avis ne sont jamais faits sur base de parties complètes, mais sur quelques tours de jeu. Alors pourquoi est-ce qu'on va commencer cette petite vidéo ? Moi j'ai envie de vous dire que j'ai envie de me faire plaisir avec un jeu qui m'a beaucoup plu. C'est un jeu qui était dans mes attentes du Spiel. Donc si vous allez sur mon compte Instagram, j'avais fait un petit reel des jeux que j'attendais le plus. J'avais fait une petite présélection, et le jeu dont je vais vous parler maintenant, il faisait partie de cette présélection. Ce jeu c'est Evenfall.
Evenfold, je l'attendais parce que sur papier j'aimais beaucoup la façon dont les cartes allaient s'utiliser. Comment ça va se passer? Eh bien les cartes vont s'activer de manière différente selon l'endroit où vous allez les jouer. Et en plus de ça, il y a différents types de cartes. Le premier type de cartes que vous allez rencontrer dans le jeu, ce sont c'est les Place of Power, donc les lieux de puissance. Et pour accéder à ces lieux de puissance, vous allez devoir aller sur des plateaux régions qui sont communs à tous les joueurs. Vous allez envoyer une de vos petites sorcières sur ce plateau. Et il y a un nombre requis, bien sûr, de sorcières, parfois c'est 1, parfois c'est 2. Vous allez prendre ces lieux de pouvoir pour les mettre sur la rangée supérieure de votre plateau personnel. L'intérêt de les mettre sur cette rangée-là, c'est que quand vous allez faire une action de récolte, vous allez pouvoir récolter les ressources qu'il y a sur ces cartes. Mais vous avez aussi la possibilité, à différents moments de la partie, de transférer ces cartes vers la rangée du bas. C'est important d'un moment donné de transférer vos cartes sur la rangée du bas parce que tant qu'elles sont sur la rangée du haut, elles ne vous rapporteront jamais aucun point. Mais pour qu'elles vous rapportent des points, il faudra qu'elles soient glissées sur la rangée du bas. L'autre intérêt de glisser vos cartes, c'est que vous avez en fait deux types de sorcières. Il y a un type de sorcière qui peut aller sur pratiquement tous les endroits du jeu. Mais vous avez un autre type de sorcière qui ne peut aller que sur les emplacements justement de la rangée inférieure de votre plateau personnel. Ces emplacements-là, vous allez les construire au fur et à mesure de la partie. Au début du jeu, vous n'en avez aucun. Et au fur et à mesure que vous allez jouer des artefacts sur les lieux de pouvoir, eh bien, certains artefacts vont vous permettre d'aller envoyer justement ce deuxième type de sorcière. Et donc c'est important de développer ça aussi puisque vous avez ce second type de sorcière qui va rester là et qui va vous servir à rien tant que vous n'aurez pas débloqué des emplacements sur cette rangée du bas. Puis il y a un petit aspect combat, mais ils appellent ça combat, mais vous n'allez pas avoir les sensations d'un combat réellement. Je vais un petit peu passer sur cette partie-là, mais sachez qu'il y a également ça. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Bah voilà, je vous ai dit que ce jeu, je l'avais beaucoup aimé. Il n'y a absolument rien de révolutionnaire. C'est simplement que les mécaniques qui sont déjà des mécaniques connues, en fait, elles fonctionnent très bien entre elles. C'est un jeu très agréable à jouer. Et ce qui participe aussi à cette belle expérience, c'est que le graphisme est tout simplement incroyable. Les lieux de pouvoir, les cartes, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orange, il y a beaucoup de jaune, d'orange dans les couleurs. Ça aurait pu être un peu plus varié, mais je pense que ça colle surtout à la thématique de l'Evenfall, qui est ce moment de l'année où en fait il y a la frontière avec le surnaturel qui s'estompe et où justement les gens ont accès à des endroits surnaturels, et le but du jeu c'est d'aller dans ces endroits de pouvoir pour être à la fin la personne qui va aller s'asseoir sur le trône. Enfin bon, la thématique, voilà, je vous l'ai dit là, dans le jeu vous l'oubliez en 2 secondes parce qu'il n'y a rien qui vous raccroche à ça, mais c'est simplement pour faire la parenthèse il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orange. J'imagine que ce moment de l'année de l'Evenfall est en fall, donc en automne, d'où les couleurs orangées et jaunes. C'est un jeu qui apparemment arrivera chez Matago, et tout ce que je peux vous dire, c'est de surveiller la sortie parce que moi c'est un jeu qui m'a beaucoup plu. Je vais continuer avec un jeu que je n'ai pas testé mais que j'ai récupéré sur le même stand que Evenfall, donc sur le stand de DLP. Alors il s'agit de Pirates of Maracaibo, donc un jeu dans l'univers de Maracaibo. Sachez bien que je suis très triste de ne pouvoir que vous expliquer de manière générale le jeu, de pas donner mon avis puisque j'ai pas eu l'occasion d'y jouer malheureusement. C'était pourtant un jeu que j'attendais beaucoup, d'autant plus que je ne connais pas du tout Maracaibo, donc pour moi c'était aussi une belle façon de rentrer un petit peu dans cet univers. Pirates of Maracaibo, donc je le dis à la française, est un jeu qui arrivera chez nous l'année prochaine. Il va être localisé par Super Meeple, et voilà, si vous n'avez pas envie de sortir votre Maracaibo pour plus de 2 heures, maintenant vous avez une alternative qui est Pirates of Maracaibo, qui est un jeu qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide aussi. Toujours dans l'esprit de Maracaibo, vous allez aller recruter des membres d'équipage, vous allez aller chercher des trésors, et en fait vous allez vous déplacer avec votre bateau dans la mer de Caraïbes, mais cette fois-ci il n'y a plus un grand plateau. En fait la zone de jeu va être formée de cartes, donc vous allez devoir déplacer votre bateau. Vous devez toujours faire avancer votre bateau à la colonne suivante. Donc par exemple si vous avez une colonne de 3 cartes, bien vous êtes obligé, vous pouvez si vous voulez vous déplacer dans la colonne, mais à un moment il faudra tourner à droite
pour aller dans la colonne suivante, parce que vous devez toujours finir votre tour dans une colonne qui est plus à droite que votre colonne de départ. La carte sur laquelle vous allez arriver, vous allez pouvoir la prendre dans votre main et il y a une nouvelle carte qui va être posée à l'endroit où vous avez pris votre carte. Et les cartes seront à usage multiple. Pour éviter tout doute, je reprécise bien qu'il s'agit d'un stand-alone, donc c'est un jeu qui est complètement indépendant, c'est pas une extension de Maracaibo, c'est bien un jeu complètement indépendant dans l'univers et qui se veut plus accessible. En tout cas, moi c'est un des jeux que j'ai le plus envie de mettre sur la table. Il y en a d'autres, hein, là dans le tas que j'attends vraiment. Je pense d'ailleurs que je vais enchaîner sur un jeu qui me fait très envie et que j'ai pas encore joué. Mais clairement, j'aime bien la promesse qu'il y a derrière Pirate of Maracaibo. Et à défaut d'arriver à sortir Maracaibo, peut-être que j'arriverai plus facilement à jouer avec celui-ci. Pour enchaîner avec un jeu qui me fait très envie, mais que je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de tester, c'est le gros jeu que voici. En plus, dans une version deluxe, attention. Voilà. Voilà, ce jeu c'est Septima. Voilà, on avait une thématique sorcière de l'automne avec Evenfall. On a la thématique de sorcière à la pleine lune avec Septima. Septima, c'est un jeu qui me tente beaucoup, non seulement par sa thématique, par ses illustrations et son matériel qui est tout simplement somptueux. Donc déjà, tout ça est quelque chose qui m'attire de base. Et en plus de ça, tout ce qu'il y a dans le jeu me paraît très prometteur aussi. Septima, c'est un jeu de programmation. On a tous 9 cartes en main qui sont les mêmes. Et à son tour, on va jouer une carte. S'il y a quelqu'un d'autre autour de la table qui joue la même carte que nous, on va avoir droit à une action améliorée, ce qui est cool et ce qui en fait pousse au dialogue avec tout le monde autour de la table. Même si c'est un jeu compétitif, on va quand même avoir envie de discuter avec les autres pour dire voilà, moi je vais jouer ça, donc si quelqu'un d'autre a envie de jouer ça ce tour-ci, ça serait bien parce qu'on va avoir une action qui sera plus forte, qui sera améliorée. Mais on va quand même éviter de faire ça trop souvent parce que sinon il y a le niveau de suspicion qui va s'élever chez les chasseurs, parce que voilà, les sorcières qui complotent entre elles, les chasseurs ils aiment pas ça, et du coup ça augmente un petit peu le niveau de suspicion, ce qui n'est pas bon pour les sorcières. Vous le savez peut-être ou pas, mais moi j'aime énormément les jeux experts, mais les gros jeux experts, j'ai pas souvent le public pour pouvoir les sortir. Du coup un jeu comme Septima, pour moi c'est une proposition qui est idéale, parce que malgré la boîte imposante que c'est, ça reste un jeu qui est un expert assez light. C'est ce que j'ai entendu en regardant une vidéo de First Player. On est plutôt dans le niveau de Iki d'Unimperium Narak. Donc un jeu qui va être très intéressant au niveau stratégique, mais qui va pas non plus vous faire fumer le cerveau. Tout ça s'annonce très bien. Moi je vais être honnête avec vous, c'est vraiment le jeu avec lequel je repars du spiel et que je meurs d'envie en fait de mettre sur la table. La seule problématique que je vois, c'est que du coup à 2, à mon avis, il va beaucoup moins bien fonctionner. Il faudra être au moins 3 pour avoir une expérience de jeu optimale. Mais mis à part ça, je sens que ce Septima il a des choses intéressantes à nous proposer. En plus c'est un Mind Clash, et Mind Clash il nous régale très souvent avec de très bons jeux. Donc voilà, suite au prochain épisode quand j'y aurai joué. Donc là je vous ai parlé de jeux qui étaient plus ou moins assez costauds. Donc ce que je vous propose, c'est de parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, avec un jeu que j'ai été récupérer sur le Spiel, qui m'attirait parce que il m'avait été conseillé par Noémie du compte Noesia, et comme généralement elle a plutôt bon goût, j'ai décidé de suivre son conseil. Il s'agit de Aldebaran Duel. Et là vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Parce que clairement c'est vraiment pas beau du tout, hein. On va pas se le cacher. C'est donc un jeu qui se joue en duel. C'est de l'engine building, et vous allez aussi avoir des cartes qui vont s'utiliser de plusieurs façons différentes. À votre tour, ce que vous allez faire, c'est soit de prendre une carte, soit de la jouer, en sachant que vous avez une limite de 7. Donc à un moment, malgré vous, à mon avis, vous allez être obligé de jouer des cartes. C'est un jeu de Vladimir Sushi.
Je dis sûrement très mal son nom, donc si c'est le cas, veuillez m'excuser. Et qui propose cette fois-ci un jeu qui est quand même très accessible puisqu'il a une difficulté de 2,5 sur 5. Ce qui m'a intéressé dans le jeu, au-delà du fait que on m'a un petit peu aiguillé vers lui, c'est que c'est un jeu qui se joue à deux, mais c'est pas un jeu dans lequel on va se taper dessus, parce que très souvent dans les jeux de duel c'est des jeux avec de l'interaction où vous allez devoir vous taper les uns sur les autres. Ici c'est pas du tout le cas. C'est un jeu dans lequel chacun va bâtir son petit espace personnel, on va construire ses planètes, etc., etc. Mais en tout cas on fera ça chacun de son côté sans aller embêter le jeu de l'autre. En tout cas j'espère qu'il est meilleur qu'il n'est beau, parce que s'il est aussi beau que bon, ça s'annonce pas bon du tout, hein. Bon, là je propose qu'on continue momentanément sur la lancée des jeux à 2 joueurs, parce que sur le festival j'ai eu l'occasion de découvrir Kelp. Un jeu au thème un peu rigolo, puisqu'il y a une personne qui va incarner le poulpe et l'autre qui va incarner le requin. C'est un jeu qui arrive en financement participatif au mois de novembre. C'est un jeu dans lequel quelqu'un va incarner un poulpe qui va essayer de se cacher du requin. Vous avez un plateau commun entre les joueurs, et sur ce plateau vous allez avoir des petites tuiles style les tuiles de Mahjong. Le poulpe de son côté, lui, il voit les iconos qu'il y a sur ces tuiles. Le requin, lui, ne voit que des tuiles blanches. Ce qui est intéressant en fait, c'est que les joueurs vont avoir des façons de jouer qui sont complètement différentes. C'est un jeu qui est asymétrique. Là où le requin, lui, va jouer avec des dés, mais le requin a intérêt à aller trouver le poulpe assez vite, parce que ces dés en fait vont venir s'accumuler sur une piste, et dès que la piste est au maximum, le jeu va s'arrêter, le poulpe va s'enfuir. Grâce aux dés, le requin va aussi pouvoir activer des effets de cartes, et le poulpe, lui, il joue pas du tout de la même manière, parce que le poulpe, lui, ça va être du deck building. Seulement le requin va avec les dés jaunes révéler des tuiles, mais le poulpe lui-même va révéler des tuiles, parce que pour jouer des cartes il va falloir révéler des tuiles qui sont sur le plateau. Et en fait vous allez avoir tout un tas d'effets sympas de la part du côté du poulpe, qui vont vous permettre de redresser des tuiles, ou va vous permettre de prendre des tuiles qui sont face cachée, de les mettre dans un petit sac, de les mélanger pour semer la confusion chez le requin. J'ai déjà envie de changer de rôle, parce que j'avais joué le poulpe, j'ai gagné, j'étais contente, j'ai réussi à semer la confusion dans la tête de mon adversaire en bougeant des tuiles qui n'étaient pas du tout des tuiles importantes, mais du coup sur lesquelles mon adversaire s'est fixé pendant un bon moment. Par contre il y a une règle qu'on n'avait pas bien comprise, et qui a du coup rajouté une certaine longueur dans le jeu. Donc même si j'ai vu le potentiel du jeu et que j'ai apprécié ma partie, j'ai un petit peu souffert de cette longueur qui en fait avait pas lieu d'être. Donc on a un beau petit mélange entre du deck building, du back building aussi, puisque le requin va avoir un petit sac à partir duquel il va piocher des dés que vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure de la partie. Et tout ça est très intéressant, donc c'est un jeu que je vais suivre attentivement aussi, avec les bonnes règles maintenant. Dans la gamme des jeux à deux, il y a un jeu dont on entend parler depuis assez longtemps. Moi dont j'entends parler depuis Essen de l'année dernière, qui a fait pas mal parler de lui aussi à Vichy. C'est un jeu à deux coopératif, c'est Sky Team, que j'ai pu tester en festival directement avec Joël de Scorpion Masqué. C'était un très très chouette moment de jouer directement avec elle. Sky Team, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir coopérer pour faire atterrir un avion, et vous avez un plateau commun avec plein de paramètres auxquels il faudra être attentif. En début de tour, vous allez pouvoir parler avec votre coéquipier pour savoir un peu, ce tour-ci il faudra faire attention à ça, à ça. Mais à partir du moment où les joueurs de leur côté lancent leurs dés, qu'ils vont devoir cacher chacun derrière un paravent, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus parler, et chacun son tour, les joueurs vont devoir placer un dé sur le plateau sur les emplacements de leur couleur. Donc par exemple pour la position de l'avion, il faudra essayer de mettre des dés de même valeur
parce que sinon l'avion va plus pencher à gauche qu'à droite. Du coup c'est un jeu coopératif dans lequel vous n'avez pas d'effet leader puisque vous ne pouvez absolument pas parler. Vous allez juste en fait devoir vous adapter à ce que fait votre adversaire pour essayer en fait que vos paramètres soient les plus harmonieux possible. La boîte comprend aussi toute une série de petits modules supplémentaires, donc il y a aussi pas mal de matériel additionnel, pas mal en fait de scénarios dedans, des aéroports différents et du coup vous avez déjà pas mal de choses à faire dans cette boîte là. Puis il y a aussi des ressources qui sont en ligne, donc Scorpion Masqué avait déjà fait ça avec Turing Machine où vous aviez justement plein de codes qui étaient en ligne. Et ici il propose aussi des ressources en ligne qui sont totalement gratuites. J'ai vraiment hâte d'y jouer avec Michael. Je pense que de tous les jeux que j'ai ramené du Spiel qui pourraient lui plaire hein, bien sûr, parce que bon j'ai quand même ramené des gros jeux où je sais que je vais même pas tenter, mais celui-là c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment hâte de lui faire découvrir. Mais même s'il n'aime pas les dés, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il aime bien aussi. En tout cas j'ai très envie d'y rejouer. C'était une très très belle découverte. J'avais entendu du bon et du moins bon. J'attendais de m'en faire mon propre avis et clairement moi je suis dans la team, j'adore ce jeu. Donc j'ai un petit peu fait le parallèle avec Falling Sky, même si Falling Sky est un jeu solo, même si il est plus compliqué hein. Celui-ci est beaucoup plus accessible, mais moi j'avais adoré Falling Sky et du coup j'ai un petit peu retrouvé, il y a quelque chose de Falling Sky que j'ai retrouvé là-dedans. Du coup très très belle découverte que je vous encourage si vous aimez les jeux coopératifs et si vous aimez les jeux coopératifs et que ça vous gonfle quand il y a un effet leader, sachez qu'avec celui-ci ça sera pas le cas. Il y avait un jeu dont j'avais vraiment beaucoup envie de vous parler et dont on n'a pas tellement entendu parler sur le festival. Il faut dire que c'est un jeu qui a été présenté en avant-première et qui n'est prévu que pour une sortie en 2024 en anglais. À ma connaissance, il n'y a pas encore de localisation prévue pour ce jeu-là. Alors ce jeu, je ne l'ai pas, mais j'y ai joué sur le festival. Il s'agit de Windmill Valley, qui sera le prochain jeu de Dani Garcia. Alors si vous avez vu ma dernière vidéo top du mois de septembre, le top 3 du mois de septembre, je parle d'un jeu de Dani Garcia qui est le premier à être sorti chez nous, qui était Barcelona, que j'ai absolument adoré et du coup j'étais très curieuse de tester les autres jeux de l'auteur sur le festival et ça tombe bien parce que il y en avait deux, donc là on peut dire que je suis à jour dans les jeux de Dani Garcia. C'est un jeu avec une thématique un peu champêtre hein. On va planter des tulipes aux Pays-Bas, on va aller poser nos moulins et ce qui est intéressant dans ce jeu c'est que vous allez avoir un plateau personnel avec deux roues, un peu comme en engrenage vous voyez. Du coup quand vous allez tourner une roue d'un cran, vous allez tourner l'autre d'un cran aussi et elles vont venir s'imbriquer à un moment donné. Ces roues à chaque cran vous proposent une action et vous avez le choix entre faire l'action de la roue de gauche ou faire l'action de la roue de droite. La roue, vous allez la déplacer d'un cran, mais vous allez avoir la possibilité, si vous le voulez, d'augmenter la vitesse de la roue. Et ça c'est intéressant pour vous parce que si vous ne pouvez avancer la roue que d'un cran et que l'action qu'il y a juste après en fait ne vous intéresse pas, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse de la roue de votre moulin et de faire avancer de 2 crans votre roue. Et ce qui est intéressant c'est que cette petite piste de vitesse de roue elle est commune à tout le monde. Donc si la vitesse est de 2, c'est une vitesse de 2 pour absolument tout le monde. Mais le problème c'est que plus les moulins vont vite, plus le niveau d'eau va monter. À un moment le niveau d'eau sera trop haut, ce qui veut dire que tous les moulins autour de la table ne pourront avancer que d'un cran. Il faudra qu'il y ait un joueur qui diminue le niveau de l'eau comme action pour qu'on puisse de nouveau augmenter la vitesse des moulins et faire avancer plus vite nos roues d'action. Cette roue d'action, elle va pouvoir être pimpée, donc là où vous avez un emplacement d'action, en fait c'est comme un petit fromage, vous allez pouvoir prendre des tuiles et venir les mettre au-dessus pour faire des actions qui seront plus fortes. Donc ça c'était pour la roue de votre plateau personnel. Vous avez aussi un genre de petit potager où vous allez pouvoir planter vos tulipes sur votre plateau personnel. Et à côté de ça, vous avez aussi un plateau central avec un petit village au milieu et des plantations de tulipes tout autour. Du village,
partent des petits chemins et vous allez pouvoir placer vos moulins au croisement de ces différents petits chemins. Et à ce croisement là, quand vous placez votre moulin, vous allez pouvoir faire les actions de toutes les plantations de tulipes qu'il y a autour. Généralement vous avez droit à 3 actions différentes. Ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est que il y a beaucoup de corrélations entre les différentes zones. Donc vous allez planter une tulipe dans votre petit potager, ce qui va vous donner une action qui va vous permettre de faire autre chose. Donc vous allez faire donc il y a tout un aspect combo que moi j'apprécie beaucoup. Je l'ai déjà dit dans le cadre d'une autre vidéo, mais c'est un aspect qui me plaît énormément dans les jeux de société. Du coup j'étais très contente de le retrouver dans celui-ci. C'est un jeu qui est... c'est pas du tout un gros expert, d'ailleurs il est plus simple que Barcelona, et Barcelona lui-même était un expert qui n'était pas trop ardu, et en fait c'est hyper agréable à jouer, la thématique est rigolote, donc moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé découvrir sur le festival et dont je suivrai la sortie. Donc on y est, j'ai envie de vous dire, on va continuer dans les Dany Garcia pour clore cette saga là, puisque on a eu l'occasion de jouer à Arborea qui est juste là. Arborea, c'est du placement d'ouvriers. Je dois dire que cette année, quand je faisais un petit peu de repérage sur les jeux du Spiel, je trouvais qu'il y avait énormément de placements d'ouvriers. J'en voyais partout. Là je vous ai déjà parlé de Evenfall qui m'a beaucoup plu, mais il y a quand même une petite partie de placement d'ouvriers qui n'est quand même pas ce que je recherche le plus dans les jeux. Et du coup là voilà, on est dans du placement d'ouvriers avec une thématique à la Ghibli, donc ça par contre j'adore. C'est un peu, quand vous allez voir le plateau, vous allez voir que c'est un peu fouillis. Les illustrations sont très présentes, un petit peu comme ce que vous avez déjà vu dans Bitoku si vous avez joué ou si vous avez vu le jeu passer. Le plateau est très chargé graphiquement. C'est pas quelque chose qui a tendance à m'embêter habituellement, sauf qu'ici je trouvais que les pictos des actions étaient très petits, et ça par contre ça m'a un petit peu dérangé. Et quand on ajoute à ça que c'est très coloré, qu'il y a beaucoup d'informations, c'est pas vraiment pas le plateau le plus lisible du monde. Ça je vous préviens tout de suite. L'aspect intéressant du jeu, c'est que vos ouvriers, vous allez les envoyer sur une des 4 pistes qu'il y a sur le plateau central. Ces pistes en fait elles vont bouger, et votre ouvrier en fait il va glisser le long de petites ramifications qui partent de la piste. Ces ramifications elles vont proposer des actions, et plus votre ouvrier va aller loin sur la petite piste, enfin plus la petite languette là va avancer loin, et plus les actions que vous allez pouvoir faire sont intéressantes. Donc ça c'est un petit peu le principe général du jeu. Vous allez aussi attirer des animaux, puisque le but du jeu c'est un petit peu de restaurer la faune et la flore de l'endroit, et du coup vous allez essayer d'attirer des animaux. Il y a une assez forte interaction dans le jeu, dans le sens où les animaux, avant de pouvoir les mettre sur votre plateau personnel, vous allez devoir les attirer sur le plateau. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est que le temps que le tour revienne à vous, eh bien vos adversaires ont été choper les animaux, et du coup vous vous êtes débrouillé pour les faire venir, et en fait vous n'allez pas pouvoir les embarquer sur votre petit plateau personnel parce que quelqu'un leur a déjà fait à votre place. Alors oui, bien sûr il y a un timing à gérer, et peut-être qu'en y rejouant en plus, c'est quelque chose que j'apprécierais en fait, mais c'est vrai que sur le coup c'était quand même assez frustrant. Quoi qu'il en soit, je l'ai quand même pris parce que de un, je le trouve très beau, ce qui n'est pas une raison suffisante, on s'entend bien, mais je le trouve très beau. Je trouve qu'il y a des idées intéressantes dedans, donc j'avais quand même envie de lui redonner une chance, mais clairement ça n'a pas été ma révélation du salon. Et on verra après quelques parties ce que ça donne. En tout cas je vous tiendrai au courant, mais comme ça vous avez déjà mon premier avis sur le jeu. Toujours dans les jeux à deux, je voudrais vous parler de Jekyll and Hyde versus Scotland Yard. Malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Qu'est-ce que c'est Jekyll and Hyde versus Scotland Yard? Vous connaissez peut-être le jeu Jekyll and Hyde, qui était un jeu de pli compétitif. Ici il s'agit d'un jeu de pli coopératif. Les joueurs en fait vont devoir coopérer pour équilibrer les deux personnalités Jekyll and Hyde pour ne pas éveiller les soupçons de Scotland Yard. Comme je le disais, c'est un jeu de pli coopératif
avec un plateau, ce qui n'est pas forcément très courant. Le jeu comporte aussi des petites cartes avec un court extrait narratif. Je peux pas vous en dire plus malheureusement parce que j'y ai pas encore joué, mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. D'ailleurs, cet éditeur Mondou nous a réservé quelques surprises lors de ce spiel, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Il y a un autre jeu coopératif qui a attiré mon attention au spiel. Alors c'est pas du tout un jeu à 2 joueurs, ça peut se jouer à plus que 2 joueurs. Il s'agit de Unmatched Tales to a Maze. Unmatched, normalement, c'est un jeu d'affrontement qui est complètement compétitif. Ici, on a une version coopérative de Unmatched. J'y ai pas joué et pour tout vous dire, j'ai jamais joué à un Unmatched de ma vie. Mais là, je me disais que c'était une bonne façon de commencer à me lancer dans les Unmatched. Surtout qu'on peut jouer avec n'importe lequel des personnages des autres boîtes de Unmatched dans ce jeu en fait. Du coup, j'ai bien hâte de voir comment ils ont apporté de la coopération dans ce jeu hyper compétitif d'affrontement. Et comme d'habitude avec le Unmatched, vous voyez, les illustrations sont très soignées. Vous avez des belles figurines à l'intérieur. Enfin, voilà, vous avez vraiment un vrai bon jeu de société satisfaisant avec tout son beau matériel, ses belles figurines. Voilà, je suis contente de me lancer dans les Unmatched avec celui-ci. J'ai pas beaucoup plus à vous en dire malheureusement puisque j'y ai pas joué, mais dès que c'est fait, je vous tiens au courant. Au final, on a très peu joué en coopératif sur le festival, mais il y a un jeu auquel on a joué quand même, qui est complètement coopératif, et auquel on a joué non pas directement sur le festival, mais à l'hôtel en rentrant. Et c'était bien un jeu qui était présent sur le festival, donc c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo, même si j'y ai pas joué à proprement parler sur le site du festival. Ce jeu, c'est Freelancers Crossroads Game. Alors comment vous dire à quel point je l'attendais ce jeu. C'est le nouveau Playhat Games qui a fait Histoire de Peluche, qui a fait Forgotten Waters, et effectivement on est dans un jeu qui ressemble beaucoup à Forgotten Waters, sauf qu'on est dans un univers beaucoup plus héroïque, plus médiéval, et avec un dragon que vous voyez là. Le jeu se joue encore avec un smartphone, ce qui est très cool parce que c'est un jeu narratif, mais vous n'allez pas devoir lire quoi que ce soit parce qu'en fait c'est l'application qui va parler en fait, qui va raconter le texte que normalement vous devriez lire. Et les voix anglaises, c'est vrai qu'elles sont très cool. Les voix françaises dans Forgotten Waters étaient nettement moins cool, et c'est pour ça que ici je me suis décidée à le prendre en version anglaise. Alors ça se distingue de Forgotten Waters parce que vous avez un petit aspect jeu de rôle. Vous allez devoir créer votre personnage. Vous allez devoir un petit peu lui donner un nom, choisir différents traits, objets en début de partie. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir ça en temps et en heure, mais vous allez avoir des compétences, donc il va avoir des jets de compétences pendant le jeu. Et voilà, donc c'est un Forgotten Waters, mais avec un petit aspect qui s'apparente au jeu de rôle. Et comme dans Forgotten Waters, vous avez ce livre avec les pages que vous allez tourner. Sur le livre, vous allez devoir vous mettre en 45 ou 60 secondes, je ne sais plus. Chaque joueur va devoir décider très rapidement en fait quelle action il va vouloir faire, et chaque joueur l'un après l'autre va devoir se positionner sur une action, et puis on va résoudre les actions de haut en bas. Donc les joueurs vont avoir des tâches qui vont leur être attribuées, comme gérer les dégâts, etc. Voilà, chacun va avoir ses petits rôles à gérer également. On a commencé seulement une partie, donc c'est un peu léger à ce stade pour vous donner un avis, mais je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Et si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe à l'international, Dice Tower, qui est vraiment la chaîne de référence aux États-Unis, lui a mis des notes incroyables. Donc si les jeux coopératifs c'est votre truc, je pense que c'est un jeu qu'il faudra pas rater du tout. J'espère
j'espère que les voix vont être mieux que Forgotten Waters, parce que c'est une partie intégrante du jeu, et quand vous avez le même type qui fait les voix de tous les personnages et même les voix féminines, ça ne va pas du tout. Donc j'espère que ça sera réglé dans ce jeu-ci, qu'ils ne vont pas faire la même erreur que Forgotten Waters. Petit aperçu du jeu pour le moment, mais grosse promesse. Alors le jeu dont je vais vous parler, le jeu suivant, je vais tout simplement prendre celui qui est le plus proche de moi. Qui m'a tiré énormément par sa couverture, c'est Celtei. Moi j'adore ce genre de couverture, je trouve que c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça complètement envoûtant. Cette couverture qui prend voilà, toute la surface de la boîte. Sans nom d'auteur, hein, mais sans logo de l'éditeur non plus. Juste l'illustration, moi je trouve ça absolument superbe. Même si le jeu n'est pas à la hauteur de mes espérances, mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans Celtei? Eh bien vous avez ce grand plateau central avec ce pion qui va se balader autour du centre du plateau. Il va se balader sur 4 emplacements. Et à chaque emplacement, vous avez la possibilité de choisir entre 2 ou 3 actions possibles. À partir du moment où vous avez sélectionné votre action, vous allez voir que dans chaque emplacement, il y a 3 ouvriers. Et vous avez toujours la possibilité d'échanger un ouvrier du centre du plateau avec un de vos 3 ouvriers actifs. Pourquoi est-ce que vous feriez ça? Eh bien parce que plus vous allez avoir d'ouvriers d'une certaine couleur qui correspondent à l'action que vous voulez faire, plus votre action va être intéressante. Votre action en fait va être améliorée. Par exemple, si vous voulez faire une action de collecte de cartes, vous pouvez toujours prendre gratuitement la première carte de la rivière de cartes. Vous n'avez pas besoin d'ouvriers de couleur verte pour faire cette action. Mais si vous avez des ouvriers de couleur verte, vous allez pouvoir prendre plusieurs cartes. Si vous avez par exemple 2 ouvriers verts dans votre espace personnel, eh bien vous allez pouvoir prendre non seulement la première carte qui est gratuite, mais vous allez pouvoir prendre aussi 2 cartes de valeur 1, ou vous allez pouvoir prendre une carte de valeur 2. Et c'est un principe qui va s'appliquer pour toutes les actions du jeu. Donc d'abord vous vous déplacez, vous échangez des ouvriers si vous le désirez, et vous allez pouvoir faire l'action qui va être améliorée plus vous avez d'ouvriers de la couleur de l'action que vous entreprenez. Le timing du jeu va être manifesté par le fait que à chaque fois que le petit pion va faire le tour des 4 emplacements, à chaque fois, eh bien, vous allez pouvoir mettre un petit pion noir sur une des cartes objectifs qui est à côté du plateau. Ça c'est un aspect qui est pas mal parce que les objectifs au départ ils sont pas actifs, ils seront actifs qu'à partir du moment où il y a un pion dessus. C'est des objectifs qui sont communs à tous les joueurs. Pourquoi j'ai pas été convaincue? Parce que j'ai eu l'impression, mais encore une fois je n'ai joué qu'à quelques tours de jeu et même pas une partie complète, donc je pense que il me faudra plus qu'une partie pour pouvoir être très affirmative dans ce que je vais dire maintenant. Mais j'ai eu l'impression que pour gagner, il fallait se spécialiser. Parce qu'on va avoir des leaders avec des objectifs personnels qui seront différents de tous les autres joueurs. On va avoir tendance à choisir certains objectifs publics et partir en fait dans une direction bien précise, et du coup on va avoir tendance à se spécialiser dans une des couleurs. Sauf que en fait quand vous vous spécialisez dans une des couleurs, vous avez tendance à faire un peu tout le temps la même action. Et ça c'est quelque chose qui m'a posé problème, et ce pourquoi je pense que j'ai en fait pas spécialement envie de retourner vers le jeu. Je dirais pas non si on me proposait une partie, mais c'est pas le jeu qui m'a le plus emballé sur le festival. Petite déception pour le jeu malheureusement. Je vous propose de continuer sur la liste des jeux que j'avais présélectionnés pour le Spiel, donc la liste que j'avais publiée sur mon compte Instagram. Sur cette liste, il y avait également Kutnaora que j'ai ici, mais que malheureusement j'ai pas pu tester. Kutnaora, c'est un jeu économique dans lequel tous les joueurs vont participer au développement de la ville de Kutnaora, qui était célèbre pour ses mines d'argent qui, vous le saurez, au Moyen-Âge assuraient jusqu'au tiers de la production d'argent en Europe. C'est donc un jeu économique, mais c'est aussi un jeu avec de l'interaction et de la symétrie entre les joueurs. À notre tour, on va devoir faire des actions en jouant des cartes qui proposent plusieurs actions. On va devoir choisir l'une d'elles. Ces actions peuvent être d'exploiter des mines, d'acheter des parcelles sur lesquelles construire des bâtiments et justement de construire des bâtiments. Il faut savoir que les actions que vous allez faire vont avoir des répercussions
sur le coût des ressources. Ça va faire jouer l'offre et la demande. Et en fait, la seule ressource que vous allez vraiment manipuler, c'est l'argent. C'est la seule ressource du jeu. Ça, c'est grosso modo ce que je sais de Kutna-Hora. Je sais aussi que c'est un jeu qui est assez costaud. J'espère jouer bientôt pour pouvoir vous donner mon avis. En parlant de gros jeux, est-ce que je me lancerai pas sur le Nucleum? Parce qu'on a eu l'occasion de jouer à Nucleum, auquel on a joué le dernier jour du festival au matin, ce qui était le pire moment pour jouer un tel type de jeu qui est un jeu bien expert, qui fait bien fumer le cerveau, mais nous on est comme ça, voilà, on est, je ne sais pas si on est des warriors ou si on est des idiots, mais toujours est-il que le dimanche matin on s'est lancé dans une partie de Nucleum. Nucleum, vous en avez déjà peut-être entendu parler, on dit que c'est un mix entre brasse et barrage. Je peux pas commenter là-dessus parce que j'ai joué à ni l'un ni l'autre. Donc en gros, il y a une nouvelle énergie qui a été découverte qui est le nucléum que vous allez utiliser pour alimenter des bâtiments. C'est un jeu qui se compose d'un plateau central sur lequel vous allez venir construire des habitations de votre couleur, parce que sur votre plateau personnel, vous avez différents bâtiments de votre couleur. Il y a 3 types de bâtiments. Il y en a qui vont plutôt rapporter, qui vont plutôt être axés sur les technologies, d'autres sur l'argent, etc., etc. Bref, toujours est-il que vous allez essayer de construire vos bâtiments, mais les bâtiments, vous ne pourrez pas les construire n'importe où, puisque le premier bâtiment, vous pouvez le construire où vous voulez, mais après, si vous voulez construire un bâtiment autre part, il va falloir que la nouvelle zone soit connectée à la première. Vous avez des genres de petites languettes qui sont les actions que vous allez pouvoir sélectionner pendant votre tour. Une languette est constituée de 2 actions. Mais ces languettes-là, vous avez le choix. Soit vous les jouez sur votre plateau personnel et vous faites les 2 actions, soit vous les placez sur le plateau pour justement faire des liens entre les différentes zones pour pouvoir placer des bâtiments et pour relier vos bâtiments aux usines qui vous permettront de les alimenter en énergie. Donc c'est un choix à faire parce que si vous les gardez dans votre espace de jeu, vous allez pouvoir faire les actions. Si vous les placez sur le plateau central pour faire des genres de petits rails, vous les avez plus dans votre espace personnel, mais en même temps vous devez vous développer sur le plateau. Donc là il y a un choix à faire et il y a des actions que vous devrez faire pour aller justement récupérer des nouvelles languettes. C'est un jeu asymétrique, donc les joueurs vont chacun avoir un plateau qui va être différent, avec sur le côté des technologies qui sont en fait des améliorations de votre plateau personnel que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie. Donc vous les voyez dès le départ, mais vous allez devoir les débloquer en faisant certaines actions. Est-ce que je vais un petit peu plus loin dans les explications? Je pense que dans le cadre de cette vidéo, c'est pas forcément nécessaire. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu, d'autant plus que même si on était crevés, il y avait une bonne ambiance autour de la table. Dans la catégorie expert, il n'y a pas à dire, c'est un excellent jeu. Moi, à titre personnel, je sais que j'aurais du mal à le sortir parce que j'ai pas les joueurs pour jouer à ce genre de jeu autour de moi. Mais si les gros jeux experts c'est votre truc, franchement, allez-y. Dans la catégorie jeu qui fait brûler les neurones, je vais enchaîner avec un autre jeu qui est Zhanguo. Zhanguo, contrairement à Nucleum, j'y ai pas encore joué malheureusement et pourtant j'ai très envie de le mettre sur la table. Zhanguo, c'est un jeu qui a eu droit à une réédition, donc c'est pas du tout un jeu récent, mais la réédition a été très bien travaillée d'après ce que j'ai lu un petit peu partout, et donc on a presque un nouveau jeu pour ainsi dire. Zhanguo est un jeu de course, non seulement sur les objectifs mais aussi sur plein d'aspects de la partie. Et comment ça va se passer? En fait, vous allez avoir 2 choix. Soit vous jouez votre carte sur votre plateau personnel, soit vous allez la jouer sur le plateau principal. Alors, vous n'avez que 2 choix, mais de ces choix vont découler plein de sous-choix. Et c'est ça, en fait, qui fait que le jeu est très complexe. C'est pas un jeu qui est complexe au niveau des règles, mais c'est plutôt un jeu qui va être complexe dans la manière dont vous allez optimiser votre jeu et les actions que vous allez faire. Et comme je le disais, vous allez jouer votre carte soit sur votre plateau personnel, soit sur le plateau principal. Si vous la jouez sur le plateau principal, vous allez faire une action. Si vous la jouez sur votre plateau personnel, vous n'allez pas faire une action, mais vous allez en fait venir améliorer une action future du type de la carte que vous venez de placer. Et du coup, il y a toute une réflexion à avoir, il y a toute une façon
d'anticiper les actions qu'on va faire. C'est ça qui fait que le jeu est hyper intéressant. Un bon gros engine building qui apparemment se joue mieux à 3 qu'à 2 joueurs, même si j'ai lu sur le site de Geeklet qu'il ne manquait tout de même pas d'intérêt à 2 joueurs. Donc ne le mettez pas de côté juste parce qu'il se joue mieux à 3, parce que apparemment il a quand même tout son intérêt à 2 également. Donc là vous avez un premier aperçu du jeu, sans mon avis malheureusement, mais j'espère que ça viendra. Je vais passer maintenant à un jeu qui était quand même assez attendu sur le festival. J'avais lu des bons retours du côté américain et ça m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Ce jeu c'est Rats of Wistar. C'est le nouveau jeu de Simone Luciani qui a créé ce jeu avec Danilo Sabbia. Par rapport au jeu auquel nous habitue Simone Luciani, celui-ci est quand même un petit peu plus léger, il est quand même un peu plus... Enfin ça reste un expert, mais c'est un expert qui est un petit peu plus accessible. Dans Rats of Wistar, on incarne des rats qui essaient de s'échapper d'un institut. Les petits rats, ce sont nos ouvriers, parce que oui, c'est un placement d'ouvriers, encore une fois. Ce qui m'avait attiré dans le jeu, c'est qu'il y a une roue d'action au centre du plateau qui va tourner à chaque manche. Et quand vous allez sélectionner une action, si dans la zone de votre action, vous avez déjà des rats qui sont présents, vous allez avoir la possibilité de faire une action plus forte. Il y a tout un aspect exploration de la maison qui est plutôt chouette parce que on ne voit pas à l'avance ce qu'on va explorer. Il y a des cartes dans la maison qui sont face cachée, et bien sûr quand on fait une action d'aller explorer la maison, il y a des points d'action qui sont dépensés pour rentrer dans une pièce, pour ouvrir une porte, pour révéler des cartes, etc., etc. Et plus vous avez de rats dans la zone de l'action d'exploration, plus vous allez pouvoir aller loin et faire des choses justement dans cette maison. Voilà, je dirais pas que je suis aussi enthousiaste que certains avis américains que j'avais lus avant d'arriver au Spiel, mais n'empêche que c'est un bon jeu auquel j'aurais envie de rejouer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis repartie avec cette boîte pour justement refaire quelques parties et me faire un avis définitif par rapport aux bons sentiments que j'en ai eu, sans être extrême, hein, mais bon voilà. Du coup je vais enchaîner avec un jeu qui reprend cette mécanique de Rats of Wistar, d'avoir des actions plus fortes en fonction du nombre d'ouvriers déjà présents. Ce jeu c'est... Où est-ce qu'il est ? Hop ! Ce jeu c'est Trolls et princesses. Alors vous le savez peut-être, mais dans la mythologie nordique, les trolls sont pas du tout considérés comme chez nous. Nous on voit plutôt ça comme quelque chose de négatif, alors que dans la mythologie nordique, il y a un vrai respect entre les trolls et les humains. Et voilà, il y a des légendes qui disent que les trolls vont visiter les villages en prenant forme humaine. L'idée derrière ce jeu, c'était de proposer un jeu sérieux, mais avec une thématique assez rigolote, humoristique, et d'ailleurs il y a plein de petits clins d'œil qui sont disséminés dans les illustrations du plateau, et je pense que c'est vraiment des choses qu'on découvre voilà, au fur et à mesure des parties, quand on est vraiment très attentif aux petits détails sur le plateau. Comme je le disais, c'est un jeu de placement d'ouvriers. À votre tour, vous déplacez un troll sur un emplacement pour faire une ou plusieurs actions. Les actions vont être plus fortes si il y a d'autres trolls qui sont déjà présents dans le lieu où vous faites votre action. Vous avez des emplacements d'action sur votre plateau personnel, mais aussi sur le plateau central. Et sur le plateau central, votre action elle sera plus forte avec vos ouvriers, mais aussi avec les ouvriers adverses qui seraient présents. Il y a un petit aspect course sur le plateau central, puisque il y a des éléments qui seront là en quantité limitée, qui seront plus rares, donc il y a un petit aspect course là-dessus. Cela étant dit, je ne peux pas vous donner mon avis puisque je n'y ai malheureusement pas encore joué, mais le matériel m'attire vraiment beaucoup. Je trouve vraiment, en fait avant qu'on me le pitch, j'étais passée devant le jeu qui était exposé sur le festival et je m'étais arrêtée parce que je trouvais le matos vraiment très très chouette. Les petits jetons, il y a des petits bébés, il y a des petites princesses, etc. Je trouve que c'est un style qui est très particulier et qui m'attirait beaucoup. Alors oui, encore une fois, c'est du placement d'ouvriers, mais
Bon voilà, cette mécanique de faire des actions plus fortes en fonction du nombre d'ouvriers déjà présents, bon c'est quand même quelque chose qui m'attire et j'ai vraiment très hâte d'y jouer et de m'en faire mon avis, d'autant plus que j'ai pas vu beaucoup de critiques passer dessus, donc à voir ce que ce jeu nous réserve. On va rester sur le stand de Game Brewer avec 2 autres jeux auxquels je n'ai pas joué, mais je vais déjà vous les pitcher un petit peu, comme ça vous avez une petite idée de ce à quoi vous attendre avec chacun de ces jeux. Le premier jeu c'est Amygdala. Perso je trouve pas ça hyper joli comme titre, mais bon, au moins ça fait référence à la thématique du jeu qui est les émotions. C'est un jeu de Michael Kisling, donc Michael Kisling c'est l'auteur d'Azul, et Wolfgang Kramer qui est un auteur hyper prolifique, qui est notamment l'auteur de Tréfuté, pour ne citer que lui, que j'adore. Nous avons ce duo d'auteurs qui nous propose un jeu abstrait, donc vous allez avoir ce grand plateau central avec cette émotion. Votre pion va se déplacer tout autour de ce plateau central et le but du jeu ça va être de récolter des ressources pour les dépenser plus tard afin de remplir des contrats. Il y a un aspect gestion de stock des emplacements pour les ressources qui est limité, y compris l'argent, donc quand vous allez faire de la monnaie il faudra prendre ça en compte aussi. Le jeu a l'air assez classique, collecter des ressources pour les dépenser et remplir de contrats, bon voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, mais je me dis que avec ces 2 auteurs là, voilà, à la tête du jeu, il y a peut-être quelque part un petit twist ou une petite originalité qui va faire toute la différence, enfin ça, l'avenir nous le dira. Et enfin sur le stand de Game Brewer, il y avait aussi le jeu Delta, qui est un jeu qui se déroule dans les îles de la Camargue, dans un univers steampunk. Dans Delta, on va tous commencer avec une main de départ identique. On va jouer nos cartes sur 3 emplacements différents. Il y a un emplacement pour aller explorer les îles, justement. Il y a une zone pour créer des inventions et il y a une zone pour gagner du savoir. Quelque chose que j'aime bien dans le pitch qu'on m'a fait du jeu, c'est que les cartes vont s'utiliser de plusieurs façons différentes. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Donc vous allez utiliser les cartes pour leurs ressources, mais leur valeur d'initiative va aussi déterminer l'ordre du tour et vous allez aussi pouvoir les défausser pour avancer sur la piste de recherche. Et en début de manche, il y a du draft et moi ça, le draft, j'aime bien. Bon là encore une fois, comme je l'ai annoncé, je n'y ai pas joué donc je ne peux pas vous donner mon avis, mais là au moins comme ça, vous avez un petit aperçu de ce que le jeu a à offrir. Bon, je propose qu'on enchaîne avec un jeu auquel j'ai joué pour changer un petit peu. Et ça tombe bien parce que sur le festival, j'ai eu l'occasion de jouer à un jeu qui est une assez grosse attente de l'année prochaine. Alors c'est déjà sorti côté américain, mais chez nous ça va seulement arriver. Ça sera localisé par Matago. C'est un jeu de Stonemaier Games. Ce jeu c'est Apiary. Alors on a encore une fois du placement d'ouvriers. Là par contre on est dans un univers qui est assez spécifique, puisque il n'y a plus d'humanité sur Terre et il y a une espèce d'abeille robotique, évoluée ou que sais-je, qui s'est développée. Voilà, c'est très particulier comme thème. Et du coup vous allez avoir vos ouvrières abeilles que vous allez envoyer sur le plateau principal pour faire des actions. Il y a 6 emplacements sur le plateau et vous avez aussi, chaque joueur a aussi son petit plateau personnel qui va bien sûr venir améliorer en plaçant des tuiles dessus. Ce qui est intéressant, et alors l'originalité du jeu, ce qui est intéressant, c'est que les petites abeilles, elles ont, quand vous allez les tourner, en fait elles ont des chiffres sur elles. La première fois que vous allez placer votre abeille, elle va être sur le chiffre 1. Et en fait quand vous placez, imaginons vous êtes le premier sur un emplacement d'action, vous allez placer votre abeille, elle a un niveau 1, vous allez faire une action de niveau 1 et vous allez avoir une action assez limitée en quelque sorte. Et puis peut-être que le joueur à côté de vous il va vouloir aller sur cet emplacement et ça tombe bien parce qu'il y a de la place pour 2 abeilles, donc c'est cool. Donc il se met à côté et entre les 2 emplacements il y a un plus. Donc ça veut dire que la valeur de l'abeille qui est déjà présente est la sienne.
vont s'accumuler, vont s'additionner pour faire une action plus forte. Et imaginons que maintenant le joueur suivant il veut aller se placer sur cet emplacement parce que c'est un emplacement très populaire et il n'y a plus de place puisqu'il n'y a que 2 emplacements et lui il vient avec sa 3e abeille. Et bien ce qu'il va faire c'est que la première abeille qui était là, il va l'expulser, il va venir se mettre à sa place. Donc lui c'est bien parce que il y a déjà une autre abeille qui est là, donc il va pouvoir faire son action plus forte en s'appuyant sur l'autre abeille. Et la personne dont l'abeille a été expulsée, elle va avoir un bonus puisque son abeille va s'upgrader. Donc d'une valeur 1, elle va passer une valeur 2. Et c'est comme ça que vous allez faire des actions qui vont être de plus en plus fortes. Et alors il y a un aspect qui est assez curieux, c'est que vos abeilles en fait elles ont des valeurs qui vont jusque 4. Et quand une abeille avec une valeur 4 est expulsée, en fait c'est son dernier chiffre, donc elle va pas pouvoir augmenter de valeur et au lieu de ça elle va rentrer en hibernation, elle va aller sur un emplacement du plateau qui est l'emplacement d'hibernation et quand elle va en sortir, elle va être de nouveau sur une valeur 1. Et du coup au niveau du rythme de la partie, vous allez avoir un moment des actions qui vont être très fortes et puis qui vont être de nouveau très faibles et voilà, donc ça c'est une particularité du jeu. Je n'ai pas fait assez de tours malheureusement pour dire si ça me plaît vraiment ou pas. Là il faudrait que je fasse une partie, même 2 ou 3 complètes pour vraiment avoir un sentiment définitif. En tout cas je trouvais ça pas mal du tout, je trouvais qu'il y avait des bonnes petites idées dans ce jeu de placement d'ouvriers. Ce qui fâche quand même, c'est le prix. Je ne sais plus s'il était à 70 ou 80 €, mais bon, voilà, vous avez un matériel de qualité bien sûr, mais je cherche encore à expliquer d'où vient ce prix, personnellement. Bon, ça, du coup, ça c'est un peu l'élément qui fâche parce que le jeu en lui-même, je l'ai apprécié, j'aurais aimé continuer ma partie, voilà, comme à chaque fois en festival on a interrompu, mais ça m'a laissé plutôt un bon sentiment et j'aimerais bien creuser tout ça lors de futures parties. Il y a un jeu dont j'ai envie de vous parler depuis un petit moment, j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première, plus ou moins un mois avant le Spiel, et c'est un jeu qui était présent au Spiel, donc je peux enfin vous en parler dans le cadre de cette vidéo. On est sur un tout gros jeu avec les Aventuriers du Rail Legacy. Je ne suis encore malheureusement qu'au début de la campagne, mais ce que j'ai déjà vu lors des quelques parties que j'ai pu faire me plaît déjà beaucoup, et en tout cas je vous le dis déjà, je vous ai pas encore expliqué le jeu mais je vous le dis, je trouve que c'est un cadeau magnifique à faire pour les fêtes. C'est une expérience, donc c'est un legacy, donc c'est un jeu qui va évoluer au fur et à mesure des parties. C'est un jeu qui reste familial quand même si le temps de partie va considérablement s'allonger au fur et à mesure de la campagne, mais ça reste un jeu dont les mécaniques sont familiales, donc potentiellement si vous y jouez en famille, eh bien vous allez vivre une très belle expérience en famille. Ça reprend les mécaniques des Aventuriers du Rail, donc vous allez avoir des cartes objectifs à remplir qui vont devoir relier des villes, mais parallèlement à ça, mais ici, alors c'est des points qui changent un petit peu des Aventuriers du Rail, vous allez certes avoir des points pour chaque carte objectif que vous allez remplir, mais vous allez aussi avoir des points additionnels en fonction du nombre de wagons qu'il vous reste en fin de partie. Donc plus vous allez en mettre sur le plateau, moins vous en avez dans votre espace personnel en fin de partie, plus vous allez avoir de l'argent. Alors si j'ai dit pour les cartes objectifs que c'était des points, c'est bien de l'argent, attention. Et pendant la partie vous allez aussi collecter de l'argent, parce que non seulement vous avez des cartes qui vous disent que si vous placez vos wagons sur votre couleur, vous allez récupérer des pièces, mais vous avez aussi des événements qui vont venir vous dire attention, maintenant si vous vous placez là, si vous reliez cette ville là, et bien vous allez avoir de l'argent. Et puis il y a encore quelques autres petites façons de gagner de l'argent, mais le but n'est pas de faire un listing exhaustif de ça. Donc là je parle d'argent parce que le but c'est que vous êtes à la tête d'une compagnie ferroviaire et votre but bien sûr c'est d'être la plus lucrative, parce qu'il y a eu un bins avec les plus grandes compagnies d'Amérique, et là c'est votre chance en fait de vous faire une place et d'être la compagnie en fait ferroviaire qui va être la plus riche, celle qui va s'établir comme la numéro 1 aux États-Unis. Au niveau du scoring, au niveau des pièces qu'on va récupérer, donc il y a des aspects qui dérogent un petit peu, qui changent des Aventuriers du Rail, la version classique.
Mais vous avez aussi, comme je l'ai énoncé, des événements et puis vous avez tout cet aspect narratif de l'histoire qui va se dérouler au fur et à mesure de vos parties. Le plateau, vous commencez sur un petit bout de plateau et vous allez venir agrandir le plateau au fur et à mesure comme un puzzle en fait, et pour au final avoir toute la carte des États-Unis devant vous. Bien sûr, qui dit jeu évolutif dit Legacy, vous allez avoir des petites surprises, et ce dès la première partie. Je vous le dis déjà, à la fin de la première partie vous allez déjà découvrir quelque chose qui est très très chouette, mais je ne vous dis pas quoi parce que je ne vais pas vous spoiler. Vous allez aussi avoir, alors je ne sais plus le terme exact, mais des genres de petits contrats qui seront personnels. Bon, moi j'en ai pas encore eu, donc en plus je pourrais même pas vous dire ce qu'il y a sur ces contrats, mais bref, il y a une petite narration qui est racontée aux autres joueurs, et puis un petit espace qui est juste pour vous et que vous n'allez pas dévoiler aux autres. Bref, très très bon jeu. Je vais juste terminer en disant que même si moi j'adore et que, comme je vous ai dit, je trouve que ça fait un super cadeau de Noël, si vous n'aimez pas les Aventuriers du Rail, vous n'allez pas aimer celui-ci, hein. Ça reste le même principe, grosso modo, bien sûr, amélioré, mais bah voilà, ce que vous n'avez pas aimé dans les Aventuriers du Rail, vous allez sans doute le retrouver dans ça aussi. Par contre, si vous aimez les Aventuriers du Rail, franchement, et que vous pouvez vous permettre une petite folie parce que évidemment c'est un jeu Legacy, donc ça a un coût, franchement allez-y, vous verrez, ça sera une belle découverte en famille. On va continuer dans la catégorie des jeux familiaux avec Evil Corp, qui est un jeu qui se joue en équipe. À 4 joueurs, il y a 2 joueurs par équipe, et il y aura au centre du plateau 3 villages. Qu'est-ce que c'est Evil Corp? C'est une société qui terrorise les humains, un peu dans le style de Monstres et compagnie. Et chaque année, il y a un séminaire où des équipes de monstres s'affrontent, et la meilleure équipe va être celle qui va être recrutée par la société. La condition de victoire, c'est qu'il y ait une équipe qui arrive à terroriser 2 villages humains, et donc les joueurs vont jouer un certain nombre de manches jusqu'à ce qu'il y ait cette condition de victoire qui soit remplie, et une manche est composée d'une phase jour et d'une phase nuit. Pendant la phase jour, les joueurs vont déployer des monstres, vont activer le pouvoir des monstres qui sont déjà déployés et vont en recruter d'autres. Et pendant la phase nuit, là on va collecter les bonus de la jauge de terreur, et c'est plus ou moins une phase de maintenance. Selon l'endroit où vous allez déployer votre monstre sur le plateau, vous allez faire avancer la jauge de terreur, vous allez gagner des loots, etc., etc. Tous les endroits ne font pas forcément bouger la jauge de terreur, mais c'est quand même important de toujours essayer de faire bouger la jauge de terreur, puisque c'est ça qui va vous faire gagner, bien sûr. Donc il y a vraiment ce système de tir à la corde, puisque en fonction de toutes les actions qu'on va faire, cette jauge qui est commune aux 2 équipes va bouger, et le petit bonhomme, donc le petit marqueur de terreur du village, qui va bouger d'un côté ou de l'autre du plateau. Moi j'aime beaucoup les jeux en équipe, vous le savez peut-être déjà, donc j'étais hyper contente de pouvoir le découvrir sur le festival, mais je dois dire que il y a plusieurs facteurs qui font que je ne peux pas encore réellement donner mon avis dessus, parce que c'est le dernier jeu que j'ai joué en festival. J'étais très très fatiguée quand j'y ai joué et j'ai pas capté la moitié des règles, d'autant plus que la personne qui nous a expliqué allait très très vite, et en fin de festival voilà, toutes les conditions ont fait que j'ai vraiment pas pu l'apprécier, et j'en garde pas spécialement un bon sentiment, donc il faut vraiment que j'y rejoue pour vous donner un avis définitif. Mais c'est vrai que pour le moment j'ai plutôt un a priori assez mitigé sur l'expérience de jeu. Il faudra que j'y rejoue dans de bonnes conditions, c'est clair, pour pouvoir vraiment vous donner mon avis définitif. Dans la catégorie des jeux qui vont beaucoup plaire aux familles, j'en ai encore quelques-uns en stock là, et il y en a un dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est Littoral. Alors là, oups, voilà, de ce côté là, comme ça vous l'avez du bon côté. Attention, ce n'est pas le design définitif, le design définitif sera un petit peu moins blanc au niveau de la pochette. Littoral, c'est un jeu qui va arriver courant de l'année prochaine, et c'est un jeu qui peut se jouer à la plage. D'ailleurs il a été testé tout spécialement pour montrer, je sais pas s'il va y avoir un trailer ou quelque chose comme ça, ou des photos peut-être, mais je sais qu'il a été testé pour justement montrer aux gens que effectivement c'est un jeu auquel on peut même jouer à la plage. Et le but du jeu en fait, c'est de collecter des petits jetons en bois
et d'avoir à la fin de la partie, tout le monde va superposer, donc on va faire une pile avec tous ces jetons en bois et la personne qui aura la plus grande pile va remporter la partie. À votre tour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piocher un petit jeton dans le sac, vous allez le sortir et vous allez choisir la face sur laquelle vous allez le jouer, parce que chaque face, chaque illustration va engendrer des effets différents. Et du coup, vous allez choisir la face sur laquelle vous allez le jouer. Par exemple, si vous piochez un crabe, vous êtes obligé de le laisser au milieu de la table, mais vous pouvez immédiatement rejouer et repiocher un jeton. Si vous piochez des mouettes, les mouettes vont vous permettre de venir récupérer certains jetons qui seront au centre de la table. Donc vous voyez, c'est pas un jeu très compliqué, c'est vraiment un jeu auquel vous allez pouvoir jouer avec tout le monde parce que les règles, voilà, s'apprennent très rapidement et en même temps il y a cet effet de, comme il y a certains effets qui vont venir prendre des choses au milieu de la table ou même parfois aller prendre des jetons chez les autres, même si c'est pas un jeu très agressif, mais il y a un effet qui permet de le faire, et bien tout le monde est toujours impliqué, tout le monde regarde toujours ce qui se passe. Pour moi, c'est une petite sortie qui fera, je pense, plaisir aux familles. En tout cas, moi, je sais que dès que j'y ai joué sur le festival, je me suis dit j'ai vraiment envie d'y jouer en famille, d'y jouer avec, avec les nièces, etc. pour voir comment ça va prendre. Et pourquoi pas de l'emmener à la plage à un moment donné. Dans la catégorie des jeux familiaux, il y a aussi un jeu que j'ai présenté sur mon compte déjà dans une vidéo. J'en parle parce que ce jeu était présent sur le festival et moi ça permet de vous donner un petit retour dessus aussi, parce que j'avais fait qu'une vidéo de présentation sur ma chaîne de Bonsaï. Bonsaï, c'est un jeu de collection de tuiles dans lequel vous allez venir créer votre petit bonsaï au fur et à mesure des tuiles que vous allez récupérer. À votre tour, ce que vous allez faire, c'est que vous allez piocher une carte. Déjà, selon le type de carte, ça va déclencher un effet particulier, et selon l'emplacement sur lequel vous prenez la carte, vous allez pouvoir récupérer des jetons. Mais alors attention, les jetons, vous n'allez pas tout de suite les placer sur votre bonsaï, vous allez devoir faire une action qui vous permette justement de déplacer les petits jetons collectés de votre espace personnel vers votre bonsaï. Il y a aussi un aspect course aux objectifs, mais si vous voulez en savoir un peu plus sur les règles, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai consacrée entièrement à ce jeu-ci. Je trouve que c'est un jeu qui est bien pour jouer en famille, c'est un jeu qui est bien pour amener des non-joueurs à jouer à des jeux avec un peu plus de stratégie. Alors c'est une petite stratégie, on s'entend bien, mais c'est un jeu idéal pour faire un tremplin parce que il y a un aspect ludique en fait à créer son bonsaï et aussi à voir les bonsaïs des uns et des autres autour de la table. Ceci étant dit, moi, à titre personnel, c'est pas un jeu vers lequel je me tournerai souvent. Je pense que je préférerais en jeu de tuiles, dans le même ordre d'idées, je préférerais alors me tourner vers un Calico qui offre un peu plus de challenge. Mais à titre familial et comme je le disais, pour amener des non-joueurs aux jeux de société, je trouve que c'est une proposition qui est pas mal du tout. En jeux familiaux mais qui commence un peu à tirer vers le jeu d'ambiance, on a joué à Fit to Print, qui est un jeu de rapidité. En fait, c'est un jeu dans lequel vous allez piocher en fait des petites photos, des petits articles, des publicités aussi, pour venir créer votre journal. Donc vous avez votre plateau qui est en fait comme une planche, et après vous allez aller choisir des petites tuiles pour venir agencer un petit peu la une de votre journal. C'est un jeu de rapidité, vous avez un temps limité pour aller chercher toutes les tuiles qui vous intéressent. Donc les tuiles à la base, elles sont face cachée au centre de la table. Vous allez prendre une tuile, toujours avec une seule main. Si elle vous intéresse, vous la mettez sur votre petit bureau. Si elle ne vous intéresse pas, vous la remettez face visible au centre de la table et vous allez aller chercher comme ça des articles, des photos, des publicités, etc., etc. Quand vous vous dites bon maintenant ça va, j'ai ce qu'il faut pour remplir mon journal, là vous allez commencer à agencer toutes les tuiles que vous allez récupérer. C'est bien évidemment à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous n'en avez pas pris assez ou peut-être trop, mais à partir du moment où vous vous dites c'est bon, je commence à les poser sur le journal, vous ne pouvez plus ni vous en débarrasser ni alors récupérer d'autres. Et donc
Vous avez bien évidemment des tuiles qui vont scorer en fonction de les tuiles qu'il y a aux alentours. Certaines tuiles ne peuvent pas être placées les unes à côté des autres et en ce qui concerne les publicités, la personne qui en aura le moins va perdre des points. J'ai beaucoup aimé les sensations que m'ont procuré le jeu, cette espèce d'évaluation de à partir de quel moment j'ai assez de tuiles et quand est-ce que je me stoppe pour commencer à remplir mon journal, parce que bien sûr le temps en fait comprend et la phase de sélection des tuiles et la phase d'organisation de son journal, donc il faut avoir tout fini dans le temps imparti, c'est les deux étapes. Et du coup voilà, ça procure des sensations qui sont très très chouettes et c'est vraiment le type de jeu que j'aurais plaisir à faire découvrir à de nouvelles personnes. Mais bon voilà, à titre personnel, je sais que c'est un jeu dont je vais assez rapidement me lasser. Bon voilà, l'aspect frénétique, le manque de renouveau peut-être du jeu, et donc je ne pense pas que finalement c'est un jeu que je vais me procurer quand il sortira en français l'année prochaine. En jeux familiaux, on a aussi eu l'occasion de jouer à un jeu qui m'attirait beaucoup pour sa thématique en fait, complètement barré de chats dans l'espace. C'est MLM Space Agency. C'est un jeu dans lequel vous avez tous des petits jetons chats. À votre tour, vous choisissez un de vos jetons chats et en fait chaque jeton a des capacités particulières. Vous choisissez le jeton que vous voulez, vous le mettez dans le vaisseau et puis il va y avoir un capitaine qui va changer à chaque manche de jeu. Le capitaine va lancer les dés et si il y a sur au moins une face des dés un des prérequis en fait pour avancer, le vaisseau avec tous les chats de tous les joueurs va pouvoir avancer. À tout moment chacun peut dire qu'il arrête et qu'il descend pour aller sur une planète ou sur une étoile. Bien sûr, les bonus sont de plus en plus intéressants au fur et à mesure que on reste dans le vaisseau et que on sort à des planètes qui sont plus lointaines. C'est Celestia. C'est exactement Celestia, à ceci près qu'on n'a pas de carte en main et que le chat qu'on va envoyer dans le vaisseau avec les autres, on va devoir bien le choisir pour pouvoir profiter de sa capacité. J'étais très étonnée et honnêtement pas dans le bon sens du terme parce que c'est un Rainer Knizia. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un twist important par rapport à Celestia et en fait c'est exactement le même jeu. Je ne comprends pas comment c'est possible, si ce n'est de l'expliquer peut-être par le fait qu'ils ne connaissent pas Celestia, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Celestia et s'il faut choisir entre les deux, je trouve que Celestia est quand même plus chouette, plus ludique avec son petit aéronef. Donc voilà, ce jeu du coup a fait partie de mes déceptions sur le festival. Et encore une fois, je ne comprends pas comment c'est possible de faire un jeu qui soit si similaire à Celestia, surtout un jeu de cet auteur-là. Ça reste la grosse énigme de ce festival. Perso, je ne comprends pas. Le prochain jeu dont je vais vous parler, toujours dans cette catégorie des jeux familiaux, c'est Order Overload. Alors c'est une édition spéciale puisque je l'ai reçue gratuitement sur le stand de Oing Game en faisant un achat. Donc avec cet achat on avait cette Order Overload qui était offert sur la thématique du Spiel. Donc vous allez avoir en fait des commandes à mémoriser dans ce jeu, sauf que là les commandes ça va être des commandes de jeux de société et justement des commandes de ces jeux asiatiques de cet éditeur et d'autres éditeurs asiatiques qui étaient présents sur le festival. Un joueur va devoir énumérer toute une série de jeux de société, puis les cartes sont distribuées entre les joueurs et on va devoir dire je pense que toi tu as cette carte là, si la personne ne l'a pas on va passer à la personne suivante. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que il y ait une personne qui n'ait plus de carte en main en fait. C'est donc un jeu qui est basé exclusivement sur la mémoire. Alors ok, il y a aussi des petits effets de cartes et au fur et à mesure des manches il va y avoir de plus en plus de commandes à retenir. Moi très sincèrement ce genre de jeu c'est pas du tout ma came. Ne fût-ce que parce que si on a une excellente mémoire il y a juste pas de jeu du tout. Donc c'est le genre de jeu auquel j'accroche pas et ça s'est aussi confirmé avec celui-ci. Il faut savoir que la version normale, je pense que c'est des commandes de café.
Mais bon voilà, je pense que je ne jouerai jamais la version normale parce que je n'ai pas été spécialement convaincue par cette version-ci. Un dernier petit jeu familial d'ambiance pour la route avant de passer à autre chose avec Broadlines. Broadlines, c'est un jeu de dessin, vous l'aurez deviné. Dans ce jeu de dessin, il y a une personne qui va devoir deviner le mot qu'on essaie de lui faire deviner par les dessins. Et en fait, tous les joueurs vont avoir des petites cartes transparentes et ne peuvent dessiner que soit deux lignes, soit une courbe. Et en fait, vont devoir le mettre sur le chevalet et en fait, toutes les cartes transparentes vont se superposer et c'est comme ça que normalement on va arriver à faire deviner le mot justement aux joueurs qui essaient d'essayer de comprendre ce qu'on essaie de lui faire deviner par le dessin. Le truc bien sûr c'est qu'on peut évidemment pas prendre sa petite carte transparente pour aller voir en fonction de ce que les autres ont fait, donc il faut évaluer. J'imagine, parce que je n'y ai pas encore joué, que ça doit parfois être bien galère, un petit jeu de dessin sans prétention, mais moi je pense que j'y jouerai quand même pendant les fêtes, je pense que ça peut être drôle. Je vous ai parlé d'une de mes grosses déceptions avec Emblem Space Agency et c'était pas la seule grosse déception que j'ai eue sur le festival. On est allé jouer à Kingscraft, qui est un jeu qui m'attirait déjà par son visuel qui était très joli, et puis il y avait un plateau qui me semblait intéressant avec plein d'objets à crafter. Et en gros, vous avez 3 rangées d'objets et quand vous avez 2 objets d'une rangée qui ont une flèche qui pointe vers un objet de la rangée du bas, eh bien vous allez pouvoir crafter les objets pour avoir un objet plus intéressant. Ça, c'était ce qui m'avait appâté sur la table. Et comment ça se joue? En fait, on a des cartes en main, on a tous les mêmes mains de cartes avec des actions qu'on va pouvoir faire. Par exemple, vous allez pouvoir justement crafter un objet quand vous avez les 2 objets qui pointent vers un troisième. Vous allez pouvoir battre un boss, et puis il y a aussi l'action bien sûr d'essayer de battre le roi qui est le goal ultime du jeu pour prendre sa place sur le trône. Et donc on choisit tous secrètement son action puis on la révèle, et c'est vrai qu'on a quand même quelques cartes actions, donc ça donne déjà l'impression au départ en jouant qu'on a un panel d'actions possibles, alors que quand on commence à jouer, tout le monde va jouer la même chose, et je pense que lors des premiers tours de jeu on va jouer une voire 2 cartes et les autres sont juste pas du tout accessibles en fait, donc c'est vraiment une fausse impression d'avoir un choix alors qu'en fait on est réduit à 1 voire 2 cartes. Pour avoir accès à des objets, eh bien on va devoir vaincre des monstres. Sauf que pour vaincre des monstres en fait ça se fait sur base de lancer de dés. Et pour améliorer ses lancers de dés, il va falloir avoir des objets, mais si au départ, ça a été le cas pour Joya autour de la table, à un moment donné, avant de pouvoir améliorer son jeu, il faut quand même battre un boss. Sauf qu'elle a vraiment une chance de poissarde au dé, du coup elle n'arrivait jamais à battre le monstre, et du coup elle n'arrivait jamais à s'améliorer, et en fait ça tournait en rond. C'était un gros flop, alors qu'au départ on pensait qu'il allait avoir des bonnes idées, mais pas du tout. J'aimerais maintenant vous parler des jeux que j'ai été récupérés sur le stand de Devir. Alors Devir, c'est toujours un stand auquel je fais attention quand je vais au Spiel parce que ils proposent toujours des jeux très soignés avec un beau matos, et généralement leurs jeux figurent assez haut dans la hotness du festival. Il y a 2 ans, c'était Bitoku qui était sur leur stand et qui était très haut dans la hotness. L'année dernière, c'était Lacrimosa, donc toujours des jeux avec un matériel qui est extrêmement soigné. Cette année-ci, je suis repartie avec 2 jeux. Le premier jeu, c'est The White Castle qui est déjà arrivé chez nous en français chez Yellow. The White Castle, c'est un jeu de gestion dans lequel on incarne un clan dans l'ancien Japon et on va essayer d'être le clan qui va gagner le plus de prestige. C'est un Eurogame et c'est un peu le même format que The Red Cathedral. Donc vous avez un jeu expert qui tient dans une toute petite boîte et qui se joue dans un temps qui est relativement court. C'est un jeu où vous allez placer à chacune des manches 3 dés. Il y a 3 manches, donc vous allez vraiment devoir
optimiser les actions que vous allez devoir faire. C'est un jeu avec un matériel magnifique, il donne vraiment envie d'y jouer. Bon voilà, je ne peux pas vous donner mon avis dessus, mais c'est clairement un jeu qu'il me tarde de jouer. Et pour la petite anecdote, j'avais pris la boîte au Japon parce que je voulais faire des photos un peu stylées avec la boîte. Et en fait, je me suis rendu compte sur place que c'était pas le château d'Osaka. C'est vraiment The White Castle, c'est un château qui est ailleurs, pas du tout à Osaka, et du coup j'ai jamais fait ma photo. Et voilà, c'était un petit peu l'histoire de mon fail avec cette boîte que j'ai baladée pendant tout mon séjour au Japon pour rien. Chez Devir, il y avait aussi Three Ring Circus. Comme pour The White Castle, on est sur des jeux avec un temps de jeu annoncé de 80 minutes. Mais d'après ce que j'ai vu, Three Ring Circus est beaucoup plus accessible en termes de difficulté, même si The White Castle n'était pas un expert hardcore, hein, loin de là. Dans Three Ring Circus, votre objectif va être d'engager des artistes pour donner des représentations, donc des spectacles dans différentes villes dans le but de gagner en notoriété. À votre tour, soit vous allez jouer une carte de votre main, vous allez la placer dans un des 3 espaces de votre plateau personnel, soit vous allez voyager sur le plateau central, donc vous déplacer pour donner nos représentations. Et en faisant ça, vous allez gagner de l'argent, vous allez pouvoir recruter des artistes et vous allez aussi avoir des points de victoire. Alors les cartes artistes vont vous octroyer plus ou moins d'avantages selon l'ordre dans lequel elles sont jouées. Donc une des clés sera de bien planifier les spectacles que l'on va donner. Alors visuellement, ce jeu avec toutes ces couleurs et son beau matériel, voilà, comme d'habitude avec Devir, m'a tout de suite fait envie. Je ne sais pas s'il sera aussi bien que The White Castle qui, je suspecte, devrait beaucoup me plaire, mais j'ai très hâte d'y jouer. Et le fait qu'il soit un petit peu plus léger, ça va me permettre peut-être de pouvoir y jouer avec Michael, alors que The White Castle, je pense que ce sera un petit peu moins son truc, donc affaire à suivre. J'ai eu l'occasion de découvrir Footprints, qui est un jeu qui va arriver l'année prochaine chez Matago et dont les auteurs sont, vous savez, les auteurs nordiques qui ont fait Riverside, qui ont fait The Magnificent et tant d'autres jeux. Généralement, ils ont des propositions assez intéressantes. En tout cas, moi, The Magnificent, j'en garde un très bon sentiment. J'y ai plus joué depuis super longtemps, mais c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. On s'est rendu sur le stand, on a eu la chance de se faire expliquer le jeu par un de ses auteurs qui nous a accompagnés pendant une partie de la partie. Donc c'est vrai que ça a été un très bon moment du festival. Le jeu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a notre petit meeple qu'on va faire voyager le long du plateau jusqu'à la fin. Le premier qui arrivera justement au bout de ce plateau va gagner des points de victoire. Le deuxième en gagnera un tout petit peu moins, mais il faut que les joueurs finissent pendant le même tour pour pouvoir justement au moins avoir la deuxième, ou je ne sais pas s'il y a une troisième ou quatrième place, s'ils gagnent aussi des points. Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Mais c'est pas tant que ça une course, puisque ce qui va être important, c'est comment on va optimiser le jeu pendant la partie. Et en fait, on va jouer des cartes, et ces cartes, en fait, on va avoir à chaque fois 4 cartes devant nous, et on va pouvoir choisir laquelle de ces cartes on va jouer, en sachant qu'une fois qu'on a joué la carte, on la jouera plus du tout pendant la partie, puisque à partir du moment où le paquet de cartes est épuisé, c'est une des façons justement de mettre fin à la partie. Sur la carte, il y a 2 propositions. Généralement, il y a une façon d'améliorer notre plateau personnel. On va tous avoir des plateaux asymétriques où on va plutôt pouvoir se déplacer, et alors vous allez voir que sur le plateau il y a différents types de territoires, et en fonction des cartes que vous avez, vous allez pouvoir vous déplacer sur tel type de territoire, puis vous allez pouvoir combiner ça avec la façon dont vous avez amélioré votre plateau personnel. Ça va vous donner des déplacements supplémentaires. Le but est d'aller construire des bâtiments, de collecter des ressources tout au long de la partie pour justement
pouvoir construire ces bâtiments. Moi j'ai bien apprécié ma partie, en plus c'est vrai que on était bien entourés, on était avec l'auteur, c'était un moment extrêmement agréable du festival. Cela dit, je pense pas que ce soit le jeu qui va le plus me marquer dans les jeux qu'ils ont fait. Je dirais pas non plus que c'est le jeu, un jeu qui m'a marqué sur le festival. C'est un petit peu en dessous de ce que ces auteurs ont l'habitude de proposer. Mais ça ne m'empêchera pas de vouloir y rejouer quand même l'année prochaine quand il sortira en français, parce que j'aimerais bien me faire déjà aller jusqu'au bout de la partie et voir comment ces impressions se confirment ou non en y jouant plusieurs parties. Et en tout cas en terminant une partie complète, ça serait déjà bien. Bon, là on arrive vers la fin de la vidéo avec 3 jeux que je vais vous présenter, 3 jeux que j'ai beaucoup aimés. Le premier, il s'agit de Dracula versus Van Helsing. J'ai déjà bien défoncé la boîte, comme on peut le voir, parce que je l'ai pris en vacances avec moi parce que j'avais vraiment envie d'y rejouer. Et c'est vrai qu'il a un petit peu souffert pendant le voyage. C'est un jeu de Théo Rivière et Maxime Rambourg, et qui est illustré par Weberson Santiago, qui a aussi illustré l'Auberge Rouge. Donc vous êtes peut-être familier avec ce style d'illustration. J'aime énormément le travail d'illustration qui a été fait dans ce jeu. Et en plus, le matériel est vraiment de super qualité. Les cartes sont vraiment très épaisses, on dirait presque des tuiles en fait, tellement elles sont épaisses et c'est hyper agréable à manipuler. C'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs. On va avoir au centre de la table un plateau commun qui représente 5 districts d'un village, et un joueur va incarner Dracula, l'autre va incarner Van Helsing. La façon de jouer va être la même pour les 2 joueurs, par contre les conditions de victoire bien sûr vont différer. Van Helsing va devoir retirer les 12 points de vie de Dracula pour gagner, et Dracula, lui, pour gagner, il doit transformer les 4 habitants d'un district en vampire, ou finir la partie en fait avec encore au moins 1 point de vie. Et on a devant nous 5 cartes, une devant chaque district. Donc Dracula a 5 cartes devant lui, Van Helsing a 5 cartes devant lui, et votre adversaire bien sûr ne voit pas vos cartes. À son tour, qu'est-ce qu'on va faire? On prend une carte de la pioche et on choisit, soit on la défausse et on applique son effet, soit on l'échange avec une carte qui est devant nous et on active l'effet de la carte que l'on vient de défausser. Dans tous les cas, c'est l'effet de la carte défaussée qui est appliqué. Et en fait, on va continuer comme ça jusqu'à ce que quelqu'un soit satisfait des cartes qu'il a devant lui et dise la manche prend fin. À ce moment-là, votre adversaire a encore un tour pour jouer, et après on va révéler nos cartes district par district. Il faut savoir qu'il y a une couleur de référence, donc si vous jouez une carte de la couleur de référence, à ce moment-là, c'est vous qui remportez, on va dire, la bataille entre les 2 cartes pour ce district. Si vous jouez une carte qui n'est pas de la couleur de référence, on regarde le chiffre. Et là, vous allez me dire, oui, mais si on joue tous les 2 une carte de la couleur de référence, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, bien sûr, on regarde le chiffre. Et on va faire ça pour tous les districts. Quand Dracula gagne, il va convertir un des habitants du district en vampire. Quand Van Helsing gagne, il retire 1 point de victoire à Dracula, et on va faire ça pendant 5 manches, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est bien 5 manches. Bon, comme je l'ai dit, je suis absolument fan des illustrations, mais en plus de ça, je trouve le jeu très bon. Il y a un petit côté Fantasy Realms derrière tout ça, mais en beaucoup plus chaotique, parce que vous avez des effets qui vont faire changer la couleur de référence, et donc peut-être qu'au moment de mettre fin à la partie, la couleur de référence va changer et tout votre jeu en fait va tomber à l'eau. Donc pour éviter ça, il faut avoir justement aussi une autre carte peut-être pour rechanger la couleur de référence. Donc il y a vraiment ce côté Fantasy Realms qui est sous-jacent, mais avec un peu plus de chaos et plus d'interaction. J'ai beaucoup aimé, mais je comprends que ça puisse ne pas plaire aux gens qui sont un peu contre ce côté chaotique. Ça je le comprends tout à fait, moi c'est quelque chose qui me dérange absolument pas, j'aime bien jouer avec ça, et c'est un des meilleurs jeux à 2 joueurs auxquels j'ai joué cette année tout simplement. Dracula versus Van Helsing que je vous ai présenté, c'est un jeu de Mandou. Il y a un autre jeu chez Mandou qui m'a énormément plu. Il faut dire que Mandou ils nous ont régalé cette année, et ce qui est cool c'est que
tout va être localisé chez BlackRock. Donc cette année-ci, Dracula vs Van Helsing, il est déjà sorti. Et un jeu qui va sortir en décembre, c'est The Veil of Eternity. Et l'année prochaine d'ailleurs, il y aura Jekyll and Hyde vs Scotland Yard qui sortira chez nous via BlackRock. Moi c'est un style de jeu que j'aime tout particulièrement. Ça n'y ressemble pas vraiment, mais il y a quand même un petit côté Seasons derrière tout ça auquel moi je suis très sensible. Alors ce qui est chouette, c'est qu'il y a une première phase dans le jeu où en commençant par le premier joueur, chacun a 2 jetons et va pouvoir choisir. D'abord le premier joueur va mettre son jeton sur une carte, puis le deuxième sur une deuxième carte. Si vous jouez qu'à 2 joueurs, le deuxième joueur va pouvoir replacer son deuxième jeton tout de suite, et puis on finira avec le premier joueur. Dans tous les cas, on finit toujours avec le premier joueur qui va placer son deuxième jeton et va placer son deuxième jeton sur la carte qui reste, mais il aura le privilège de choisir la première carte. Et là, en commençant par le premier joueur, il va pouvoir jouer son tour de jeu complet. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est soit il prend la carte, il l'ajoute dans sa main, soit il la défausse et il récupère en fait des pierres pour pouvoir justement jouer des cartes de sa main. Donc ça aussi c'est une chose qu'il peut faire, il peut jouer des cartes de sa main, et ça vous le faites vraiment dans l'ordre que vous voulez. Donc vous pouvez très bien commencer par jouer une carte, puis la carte que vous aviez réservée la défausser, et la deuxième la prendre dans votre main. Enfin vous faites ça dans l'ordre que vous voulez vraiment, mais il faudra faire attention à plusieurs choses. La première chose, c'est que vous ne pouvez pas placer autant de cartes que vous voulez dans votre zone de jeu. Ça va dépendre en fait de la manche en cours, et plus on avance dans les manches, plus vous aurez d'espace disponible pour jouer des cartes. Donc même si à proprement parler vous n'êtes pas limité à jouer une carte quand c'est à votre tour, vous pourrez en jouer plusieurs, mais vous êtes limité par le nombre de cartes que vous pouvez poser devant vous, et vous avez aussi une limite dans le nombre de pierres que vous pouvez posséder. Donc si vous avez beaucoup de pierres de petite valeur, en fait ça va vraiment encombrer votre espace personnel et ça va vous embêter. Et donc tout le monde va jouer son tour, puis il va y avoir une dernière phase où là il y a certains symboles, en fait certains effets de cartes qui vont se déclencher, et puis on va recommencer avec la phase de sélection des cartes. Alors c'est vraiment mon style de jeu, complètement. En plus de ça, ce que je trouve chouette, c'est que les illustrations sont complètement atypiques. On va jouer avec beaucoup de personnages de la mythologie, et je trouve que c'est vraiment des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de croiser, des personnages aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser, et tout ça fait que c'est pour moi une très très belle sortie de cette fin d'année. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent en décembre qui sortent du lot, celui-ci, et malheureusement je pense qu'il va sortir après les fêtes, ce qui est dommage parce que pour moi c'était un super cadeau aussi à mettre sous le sapin. C'est vraiment un jeu que je vous conseille et qui fait vraiment partie presque des... Je vais pas trop spoiler, mais des meilleurs jeux auxquels j'ai joué cette année tout simplement. Et là on va terminer cette vidéo avec un gros jeu. C'est Plantanubo, dont les auteurs sont Mike Huey Rosenberg et Odd ou Odé, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors je vais tenter de synthétiser tout ça. Bon, alors au niveau de la thématique c'est un peu bizarre parce que vous allez envoyer des fleurs dans l'espace, un peu, je sais pas, un peu à la Wall-E ou... Ça, je ne sais pas trop, c'est un petit peu spécial. Mais en tout cas, ce que vous allez faire, c'est que vous avez au niveau des actions, en fait, et la manière dont vous allez déjà sélectionner vos actions, c'est que vos actions, elles sont présentées sous la forme de tuiles qui sont disposées en quadrillage. Et vous allez prendre un de vos outils et vous allez le placer à côté d'une de ces tuiles. Votre outil sera toujours entre 2 tuiles, mais vous allez choisir laquelle de ces 2 tuiles vous allez actionner. Sauf une fois à un moment donné où vous allez pouvoir carrément actionner les 2. Le truc c'est que chacun en fait a les mêmes outils autour de la table qui sont différents, donc on va dire que vous avez un set d'outils, et s'il y a par exemple un marteau qui est à côté d'une tuile, il ne pourra plus y avoir aucun marteau autour de cette tuile là, donc cette action là pourra plus être déclenchée par un marteau. Donc là il faudra un petit peu anticiper et bien placer en fait vos outils pour un moment ne pas être coincé et ne pas pouvoir faire l'action que vous voulez faire parce que il ne vous reste plus que 2 outils en main, et en fait vous pouvez pas faire l'action parce que il y a déjà un outil du type que vous avez
à côté de cette tuile là. Donc là c'est déjà une petite originalité, hein, la manière dont vous allez sélectionner vos actions, et puis il vous restera un outil que vous allez placer sur un autre plateau. Ensuite c'est vraiment un gros engine building, vous allez vraiment construire votre moteur, vous avez votre plateau personnel et en fait vous allez vraiment pouvoir l'améliorer en venant chercher des cartes. Les cartes, vous allez les placer tout autour de votre plateau et vous allez voir que en fait là où vous avez vos cartes, il y a tous des tubes en fait qui sont reliés à une piste. Et sur cette piste là en fait c'est votre dé qui va se déplacer. Et de temps en temps votre dé va passer près du tube en fait de votre carte et va venir mettre un petit jeton d'activation sur la carte. Donc vous avez un système intéressant de ce petit dé qui va se déplacer sur la piste et qui à chaque fois qu'il va dépasser une de vos cartes va pouvoir mettre un jeton activation dessus. C'est important parce que si vous avez une carte avec un bonus qui est intéressant, s'il n'y a pas de jeton d'activation dessus, vous n'allez pas pouvoir utiliser la capacité. Et donc vous avez vraiment intérêt à faire déplacer au maximum votre petit dé le long de cette piste pour qu'il aille mettre des petits jetons d'activation sur vos cartes. Et croyez-moi, les bonus de ces cartes sont hyper intéressants. Vous allez pouvoir faire des chouettes petits combos ultra satisfaisants. Et le centre de votre plateau, en fait, c'est un petit peu le cœur du jeu parce que vous allez le remplir de tuiles polyomino. Quand vous placez une tuile polyomino, vous mettez des fleurs dessus. Mais les fleurs, vous allez devoir en fait vous en débarrasser pour pouvoir recouvrir ces tuiles polyomino de bâtiments qui vont être source de pas mal de points. Donc j'espère vous avoir donné une petite idée de ce à quoi ressemble le jeu. En tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de subtilité et là je vous ai fait vraiment un résumé parce que en plus vous n'avez pas qu'un plateau personnel, vous en avez un deuxième aussi, mais bon je vais pas rentrer trop dans les détails. Toujours est-il que j'ai adoré ce jeu. Je pense qu'avec l'effet engine building et combo, les tours vont devenir de plus en plus longs. Donc je pense que 3 joueurs, c'est vraiment le maximum. À 2, ça peut être pas mal aussi. Mais vraiment à plus de 3 joueurs, je pense que ça peut être très long. Mais vraiment, c'est un jeu que j'ai adoré et j'ai pas eu la sensation de jouer à un jeu auquel j'avais déjà joué, où j'ai pas vraiment retrouvé de sensations de déjà vu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées originales dans ce jeu et qu'elles se combinent très bien entre elles. Il y en a vraiment des tours de jeu qui peuvent être très satisfaisants parce que tout se goupille super bien. Pour le moment il n'y a pas encore de localisation française annoncée, mais j'espère vraiment que ce sera le cas parce que ça a été vraiment... Pour moi, ça a été un de mes jeux phares sur le festival, ça c'est sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si c'est le cas. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à me la poser. Je répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez autour de vous, abonnez-vous surtout. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!